Testing, 1, 2, 1, Okay. 2. Yes, Perfect. okay, Testing, recording 1, in 2. progress. Great. Yeah, perfect. Bienvenue à Halifax et bienvenue les membres du CA et les employés et le personnel. C'est notre conseil d'administration publique à Halifax et je vais commencer en reconnaissant que notre rencontre est sur les territoires Mi'kmaq et les territoires non cédés ancestral de la nation Mi'kmaq. Et ce territoire est couvert par le changement de traité qui s'appelle le traité de la paix et de l'amitié, qui a commencé en 1663, qui ont été faits avec la couronne britannique. Et c'est comprimé des Malicites, Mi'kmaq, Abenaki, Assiniquoddy et Epanabaska. Les traités de paix et d'amitié ne portaient pas sur les cessions des terres et des ressources, mais reconnaissaient les titres de la tribu, établissaient les règles des relations entre les parties. Ces règles régissaient encore la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres aujourd'hui. Ces traités concernant tout le monde vivant ces terres. C'est pour cette raison que nous disons que nous sommes tous et toutes des personnes visées par les traités. I want to report that the board and the staff concluded a very successful strategic planning Donc, nous avons session. fait une session de planification stratégique qui a été dirigée par Tom Conson et Don est l'ancien chef exécutif de la Société des lois et facilité une discussion. Et j'aimerais le remercier, Don, le directeur du collège, pour le travail qu'ils ont fait. Les résultats vont fournir la direction pour le collège en tant que organisme régulatoire pour l'intérêt du public. Et je voulais aussi mettre à jour le conseil d'administration sur les candidatures. Il y a quelques mois, quand nous avons planifié fait notre session de planification stratégique à Halifax, ce que nous avons déjà complété, tout juste complété, nous l'avons fait selon ce que nous avons reçu du ministère et du gouvernement du Canada et qui votait pour mandater par la loi les nouveaux organismes. Mais malheureusement, je dois faire un rapport que le gouvernement du Canada n'a pas suivi sur son engagement. Et malgré les engagements, nous n'avons pas l'engagement du conseil d'administration complet et donc nous n'avons pas le bénéfice d'une discussion de conseil d'administration complet pour cette planification stratégique dont nous avons juste complété, qui a été planifiée sur l'assurance complète du gouvernement du Canada que nous aurions un conseil d'administration complet pour cette rencontre importante. Et de la part du conseil d'administration, je voudrais exprimer notre déception du gouvernement canadien. Ça fait des mois que nous travaillons dessus et les délais pour faire ces candidatures est non raisonnable. Et encore une fois, on pousse le gouvernement de faire ces candidatures le plus rapidement possible. Et je voudrais également faire un rapport sur un nouveau président, premier directeur et première directrice et régisseur. Et nous allons rencontrer notre prochain chef exécuteur et registraire. Et le Canada va faire une présentation au conseil d'administration et au personnel. Et nous allons nous allons aller en huis clos pour considérer les recommandations du comité de sélection pour avoir un successeur, pour élire un successeur. Et avec ces remarques d'ouverture, nous avons plusieurs sujets d'importance sur l'ordre du jour aujourd'hui et influencés par notre session d'hier, d'anticiper que le conseil d'administration va être très focalisé sur le travail important que le collège va mettre en place aujourd'hui. Mais le premier sujet sur l'ordre du jour aujourd'hui, c'est
notre résolution en bloc et vous allez voir également nos procès-verbaux de notre rencontre du 18 août. Nous avons nos mandats du comité des candidatures développement et de notre premier dirigeant. Nous allons développer évidemment une façon de mise à jour sur leur travail. Et avec cette remarque d'ouverture, est-ce qu'il y a des items? Parce que c'est normal de demander aux membres du conseil d'administration s'ils veulent déclarer s'ils ont des conflits d'intérêts concernant les points de l'ordre du jour et s'ils approuvent par consentement unanime et sans débat les résolutions en bloc. Et premièrement, je vais, par contre, juste avant de faire ceci, il y a un point sur l'ordre du jour et c'est sur les conflits d'intérêts que je n'ai pas mentionné. C'est un item régulier sur notre ordre du jour et je vais demander aux membres du conseil d'administration de déclarer à l'avance s'ils ont conscience d'un conflit d'intérêts concernant les points à l'ordre du jour aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas été au courant d'un quelconque conflit d'intérêts, mais je vais demander au conseil d'intérêts s'il y en a, à tous les membres du conseil d'administration s'il y en a un. Donc, pour ceux qui en ont un, vous deviez le mentionner. S'il n'y en a pas, je vais prendre pour acquis qu'il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a des items sur l'ordre du jour que les membres du conseil voudraient enlever de cette résolution en bloc? Non? Donc, super. Est-ce qu'il y a une motion pour consentir à l'agenda, à l'ordre du jour, pour adopter l'ordre du jour? Andrew, Nora qui a secondé. Donc, il n'y a aucune opposition. C'est maintenant approuvé. Les prochains points sur l'ordre du jour sont groupés sous les titres ici, donc sous la gouvernance de la CABAMC. Et pendant que le comité de gouvernance va débattre, il y a plein de points à considérer selon l'avancement de tous les points justement du modèle de gouvernance que nous avons adopté pour le collège. Ruth McHugh, la vice-présidente et la présidente du comité de gouvernance, va nous présenter plusieurs points sur notre liste de vérification pour l'engagement de l'évaluation des conseils d'administration. Karima Barwa va également nous mettre à jour sous ces points en rapport avec la rémunération des membres du comité et du conseil d'administration. De créer un conflit d'intérêts pour toutes les personnes s'agissant au conseil d'administration. Pour éviter cela, le comité de gouvernance a retenu les services d'Alan Feinfeld, CR, ancien directeur général de la Société du barreau de Manitoba, pour nous conseiller. Le conseil est prié d'accepter l'ensemble des recommandations de Maître Feinfeld une fois qu'il les aura expliquées en détail. Avec ces remarques d'ouverture, j'aimerais peut-être débuter avec le premier point à l'ordre du jour sous cette rubrique du CABAMC de la liste de vérification du conseil d'administration. Merci beaucoup. Donc, le conseil d'administration va se rappeler que nous avons approuvé le cadre de travail sur le collège pour cette liste de vérification qui a été développée. Je suis désolée, c'est très dur d'entendre Karima. Et c'est une opportunité de réviser cette liste de vérification. Ce serait un bon cadre de travail pour nous pour être, dans le fond, imputable et responsable. Et nous avons demandé au comité de gouvernance un processus de comment utiliser ce cadre de travail pour activer notre responsabilité. Et le comité a recommandé de mettre de côté à chaque année une rencontre pour passer à travers cette liste de vérification en détail et déterminer où nous en sommes sur chacun des items, des points sur cette liste. Et le comité de gouvernance et ses recommandations, et ça, c'est mis également dans son rapport que le conseil a sûrement déjà révisé. Donc, je ne vais pas en parler en détail. Donc, juste pour indiquer que, au moins, de façon annuelle, le conseil
le CA d'avoir une rencontre spéciale pour discuter tous les points sur la liste de vérification pour évaluer le statut du collège en respect à chacun de ces points, identifier des actions sur ces points à recommander. Et le président de chaque comité et CA va avoir aussi le travail de fournir une évidence pour soutenir les points sur cette liste de vérification. Les membres du comité de gouvernance, ce serait une bonne façon, en fait, pour nous d'avoir ce cadre de travail et de nous tenir responsables. Et moi, je peux prendre des questions, des points de discussion ou des commentaires. Donc, la proposition, c'est c'est que le 23 janvier, notre rencontre, c'est de justement faire cette liste de vérification et si c'est approuvé par les présidents des comités et de se préparer pour ça. Je pense que le souci ici principal, et c'est je suis désolée, c'est difficile d'entendre. C'est pas nous dire que vous le faites, c'est de nous prouver en fait que vous le faites. Donc, je pense que le conseil va demander de voir au niveau de règlement, c'est de comment prouver que cette liste de vérification euh, sont cartographiées, c'est de mettre mis de façon écrite et que ça soit publié de façon publique et ça va nous donner l'opportunité de dire oui, nous nécessitons ce prérequis, etc. Et cette liste de vérification va aussi nous donner une opportunité d'ajuster, de modifier les choses au fur et à mesure. Et le troisième point également, et ça, c'est là le grand défi, c'est comment nous pouvons être tenus responsables publiquement dans l'intérêt public. Et le résultat de cette rencontre devait être un rapport pour publication, pour identifier. Je suis désolée, je n'ai pas entendu le reste. C'est inaudible. Ça, c'est le procédure. Le processus, c'est comme ça que nous le faisons. Et je suis très d'accord avec son commentaire. Est-ce que vous avez d'autres pensées, commentaires? Jean, j'ai une question. Je suis désolée, inaudible. Donc, premièrement, Sean, c'est l'intention. Il y a peut-être d'autres points avec lesquels nous devrions débattre. Sean, si vous vous rappelez la liste de vérification. Donc, super, merci. Merci à tous. J'ai reçu une note. Ah, je suis désolée, c'est inaudible. Daryl, est-ce que vous seriez confortable de présenter ce point? Le prochain point sur l'ordre du jour, c'est donc les règlements. Donc, c'est la rémunération des administrateurs, administratrices. Ça va autoriser de le faire. Et c'est basé largement sur la trésorerie et les lignes pour les membres élus de façon publique. Je suis désolée, je n'entends pas tout. Et c'est toujours le point de départ pour le processus parce que nous devons évidemment avoir un peu d'expérience avec le processus. Et une des tâches qui est importante sur le comité de gouvernance, c'est de regarder la politique de rémunération. Et ça a été fait initialement dès le début du travail du comité de gouvernance. Je suis désolée, j'entends vraiment rien. C'est inaudible, je suis désolée. Et en faisant ceci, c'est couvert dans tout le matériel fourni. Ils ont regardé sur une façon de nombre d'organisations et ils ont regardé aussi des organismes de réglementation. Et justement, il a regardé des informations sur d'autres organismes de réglementation. Et il n'a pas évidemment fourni les sources de ces informations, mais il l'a synthétisé dans ses recommandations. Et en effet, il a proposé au comité de gouvernance
d'adopter cette recommandation et que nous utilisons un modèle de rémunération pour les directeurs et les membres du comité dans un deuxième temps. Et ça implique deux choses. Donc, c'est une façon de retenir de façon annuelle les membres du comité. Et je n'ai pas entendu la deuxième partie. Donc, il y a une différence minime sur notre structure actuelle et c'est au niveau de l'administration. Il n'y aura pas de paiement pour le temps de préparation. Ça va être, dans le fond, inclus dans le salaire de rétention. Donc, c'est l'essence de la recommandation. Et les droits sont les mêmes que ce que nous payons en ce moment. C'est juste pour être constant, justement, au niveau de la Fédération canadienne. Et c'est un supplément ou un complément à la rétention. En termes des comités, il y a des recommandations spécifiques et je les ai déjà proposées au CA. Il y a aussi un point au niveau de des membres du comité et les directeurs. Je suis désolée, je n'entends pas très bien. On avait conclu qu'il n'y a pas aucune raison que nous pourrions fournir une rémunération aux membres du comité. Et si on veut toujours se tenir, respecter les règlements, et ça doit être professionnel pour nous, par les membres de la profession ou les membres du public, et pour fournir une compensation raisonnable. Les autres aspects spécifiques en trait aux membres du comité pour ceux qui sont dans des rôles de juridiction, c'est justement pour garder avec la pratique émergente à travers le pays en regard sur ceux qui sont sur les tribunaux ils ont un taux quotidien, en fait, et ce taux accroît. Je suis désolée, je n'ai pas entendu la fin. Ce sont des engagements de temps très significatifs. Et il n'y a rien donc, dans l'implication de cette politique. Cette politique devient entre en effet à travers dans les règles et c'est approuvé par les gouvernements le comité de gouvernance. En pratique, à partir du 1er avril. Je suis désolée, je n'entends pas très bien la personne qui parle. Je suis désolée, les interprètes. Je m'excuse auprès des interprètes. Ce sont mes remarques. Donc, je vais essayer de parler plus fort pour les interprètes. Donc, c'est le rapport. Et on ouvre la parole pour la discussion et les questions. Donc, première, je veux juste vous remercier, Daryl, parce que vous avez fait cette clarification justement sur le matériel que nous avons amené. Et je pense que ça démontre également le paysage un peu la grande image et la diversité de tout ce qui se met en place justement en termes de rémunération à travers le pays. Ça m'aide, moi, à comprendre les recommandations. Merci. Merci. Et c'est que je l'ai annoncé aussi de façon entière. C'est vraiment, il n'y a pas de formule que vous pouvez adapter pour comprendre justement le grand plan, la grande image de tout ça. Et j'ai passé beaucoup de temps justement à penser, à réfléchir sur ce point-là. Et j'ai dit au conseil d'administration également, c'est vraiment une dépense quand même assez conséquente pour le collège. Et je ne veux pas, je pense pas qu'on devrait s'excuser pour ça. Ça fait partie de notre modèle opératoire et c'est important que nous le disions. Et ultimement, ça fait partie de ça démontre un peu la valeur de ce que nous faisons. Et une note à part, nous avons parlé justement à la Sénat le mois passé et nous avons parlé justement à ce point-ci et des éléments qui décrivent tout comment nous avons créé justement le CABAMC et c'était un de ces points que les gens acquiesçaient, mais c'est la bonne chose à faire.
Et il y a tellement de professions, de réglementations qui ont des règles administratives très strictes et qui sont construites à l'interne. Et on ne peut pas dire que les gens, que nous tous ici, le personnel et vous tous ici, c'est pas qu'on veut couper votre temps. Et je pense que cette rémunération ne compense pas entièrement le temps que vous mettez ici. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste une rémunération raisonnable pour le travail qui est mis vers l'avant. Et ça fait une différence. Et ça, c'est encore une fois une autre région aussi que les gens vont nous voir, ils vont nous regarder. C'est la bonne façon de faire. Canadian network of agencies. Possiblement un réseau d'agences. Andrew? Oui, je l'apprécie aussi. Est-ce que vous avez équilibré les deux côtés de l'argument? Est-ce que vous avez poussé dans l'autre direction pour les volontaires? C'est un modèle plus intéressant. Je crois que plusieurs professionnels, régulateurs, et je vais les appeler les régulateurs opposés à ceux qui font les représentations de réglementation, mais la plupart des régulateurs, on le voit dans les professions où ils ont fait la séparation assez claire. Ils se déplacent dans cette direction et plus que les sociétés légales, mais on pousse dans cette direction et ils reconnaissent que avec la rémunération, on peut ensuite rendre les attentes plus claires et on peut garder les gens plus redevables ou responsables. On vous paye, on s'attend que vous mettez le travail nécessaire. Et je vais utiliser ça comme un exemple. C'est certainement pas, ça retourne à mon passé, une vie, et je partage cette histoire avec plusieurs. On a des comités d'investigation, il y en a des centaines de pages de matériaux. Une personne peut rentrer dans une salle et ne pas avoir lu une seule feuille et offrir son point de vue sur la problématique. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste aux membres du public qui se plaint et ce n'est pas juste aux membres de la profession qui est investiguée. Donc, encore une fois, ça change et cela permet pour les sortes de conversations qu'un comité peut avoir un membre du personnel. Parce que ceux qui sont assis à la table en tant que personnel, nous savons exactement qui est préparé. On a une meilleure appréciation du matériau lorsqu'on l'a lu plutôt que de juste parler sans préparation. Donc, c'est vraiment, ça me prépare le ton. Victoria, je voulais te demander une clarification sur le plan par rapport au CA qui offre de la formation. On a un membre ici sur le comité de discipline qui est un entraîneur. Et pour être honnête, on a pris avantage de cela. Et ça a été vraiment bénéfique et cette formation a été rapportée et fournie à d'autres comités régulateurs. Est-ce que c'est le cas que nous devrions être particulièrement en train de contracter une personne pour fournir de la formation et qui ne devrait plus être de demander de temps de préparation comme une partie de leur travail? Je crois qu'on n'est pas prêt à répondre de cette question. La nomination et le développement du comité qui commence à regarder les politiques pour le collège vont répondre à cette question. Donc, ça fera partie du travail que ce comité fera. La difficulté que nous avons en payant les membres de comité, c'est que c'est clairement, c'est un conflit. Donc, la politique de comité nous empêche de payer les gens les rémunérations autrement que leur travail. On ne peut pas retenir un directeur pour faire le travail pour le collège. Donc, c'est le problématique qu'on doit ajuster et je ne peux pas répondre à cette question sans préparation. On va plus tard de façon plus délibérée, mais c'est une très bonne question. Merci. J'ai une autre question sur le comité, les membres du comité. En termes de coûts et de budget, y a-t-il des réglementations qui identifient, qui vont restreindre le nombre de comités, de membres du comité? En termes de référence,
que le comité accepte le nombre de membres du comité. Et je crois que Ruth et moi, on a eu cette conversation. Lorsqu'on passe, on va regarder aujourd'hui à quelques-uns des problématiques des membres du comité qui ne sont pas sur le comité, comment orienter, offrir cette opportunité. Et je crois qu'il y aura des ajustements à faire, bien sûr, sur ces termes de référence parce qu'ils ont été écrits avant même qu'on arrive au comité. Donc, la grandeur du comité n'est pas immutable. Je veux m'assurer qu'on a les bonnes personnes en place pour faire le bon travail qui est exigé par les membres du comité. Euh, donc, je crois que c'est un travail en progrès. Merci. Donc, je crois basé sur ça, Tom, c'est une exigence. Oui, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou de questions sur le rapport, donc la résolution sur la table est telle que suit. Le comité accepte les recommandations du comité de gouvernance concernant la rémunération des directeurs et les membres du comité et dirige les changements soient incorporés dans les lois. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder la résolution? Brigitte et Jeff secondent. Tous en faveur? Est-ce que Rima est là? Elle n'est pas en ligne? Karima. Oui, je suis là, désolé. Est-ce que tu votes en faveur de la résolution? Oui, je vote en faveur. La résolution est adoptée de façon unanime. Merci. Le prochain point à l'agenda par rapport à les réunions des évaluations. 3.3, l'évaluation des résolutions du Conseil. Le comité de gouvernance a élaboré un sondage d'évaluation des réunions du Conseil d'administration à faire remplir après chaque réunion. Merci encore. C'était détaillé dans le rapport. Donc, je ne répéterai pas le tout, mais on a cru, le groupe de gouvernance a trouvé que ce serait une bonne idée d'avoir une cadence régulière sur l'évaluation, sur comment nous nous sentons que notre réunion va. Et donc, tous les ans, on va faire une revue annuelle, une évaluation annuelle du comité. Mais c'est une bonne, meilleure pratique après chaque réunion de se demander une série de questions et de rapporter ces résultats au président du comité et le sous-président ou le PDG, le directeur, le premier directeur général, pour voir si on n'est pas sur le bon chemin, de régler ça immédiatement et de ne pas attendre à l'évaluation annuelle pour corriger la situation qui aurait dû être changée plus tôt. Donc, toute cette information était fournie au comité à l'avance, au conseil d'administration, pardon, et selon eux, de mettre une résolution sur la table et être ouvert pour la discussion, la résolution basée sur le comité, l'évaluation et dirige le directeur de rapporter après chaque réunion. Oui, j'aime le questionnaire. Je crois qu'on a besoin de travailler avec ça pour voir si ça fonctionne, pour pas que ça soit écrit, coulé dans le béton. Mais c'est frais, on devrait y penser et faire un peu de devoir. Oui, exactement. C'est l'intention, exactement. Cela étant dit, y a-t-il d'autres questions? Ça a été programmé. Ça sera lancé rappelez-moi, ça va sortir aujourd'hui à midi. OK, merci. À midi. Midi et quart, on devrait avoir la réponse. Lorsque vous êtes ici au soleil d'Halifax? Oui, bien sûr. La seule question que j'ai lorsque je regarde la Clémence, colonne Clémence, et après ça, un rapport du président disant qu'il n'y a pas eu de commentaires, que tout le monde a voté oui. Donc, c'est ce que vous voulez. S'il n'y a pas de commentaires, on dit simplement oui. Donc, simplement pour être clair, parce qu'il n'y a pas de colonne oui ou colonne non. Donc, le sondage a une échelle de 1 à 5. Ah, je n'avais pas vu ça. Je crois qu'on a vu un prototype. Oui, c'était simplement un prototype. Merci, je l'apprécie pour cette clarification. À ton point aussi, on va essayer, on va voir si ça fonctionne, si c'est efficace, et on peut toujours l'ajuster en cours de route. Donc, cela étant
entendiez, il y a une résolution. Merci. Tous en faveur? Ça passe de façon unanime, Monsieur le Président. Les présences, participation des administrateurs et administratrices aux réunions des comités. Le comité de gouvernance expose son approche concernant la déclaration pour les administrateurs de leurs préférences en matière d'efficacité. L'affection au comité de conseil doit être approuvée sans résolution. Donc, ensuite, ils doivent donner un rapport au comité. Durant notre réunion de conseil de septembre, ils ont demandé à la gouvernance de parler de la présence dans les réunions qui fournissent une recommandation. L'intention originale, c'était de permettre aux nouveaux membres du conseil qu'ils puissent apprendre plus sur le comité pour lequel ils sont éligibles en tant que membres, une meilleure compréhension de leur travail, l'opportunité d'observer les réunions en tant qu'invité va permettre à des nouveaux membres du conseil de voir s'ils veulent servir dans le futur sur le conseil d'administration. Donc, les membres sont invités à avoir un audit dans le sens littéral, c'est d'écouter sans participer dans les réunions de conseil d'administration. Donc, il est recommandé que des nouveaux membres peuvent être dans une réunion pour chacune des communautés où ils sont éligibles en tant qu'observateurs pour mieux comprendre l'ouvrage du conseil, mais seulement sur invitation, à votre plaisir. Ce n'est pas une exigence que vous soyez à toutes les réunions, mais vous seriez encouragé de le faire pour avoir un sentiment de ce qui se passe. Un comité ou tout, ou une réunion dans tous les comités? La meilleure approche serait que chaque membre qui sont éligibles de servir et de prendre une décision, leur choix, leur préférence, que la préférence soit connue au président et la gouvernance peut utiliser cette information pour populer le conseil. Je sais qu'on n'est pas éligible pour les deux, pour le statut. Est-ce qu'on est éligible pour tout ou juste le conseil d'administration? OK, les trois, seulement les trois. Conseil d'administration, gouvernance, les risques et, pardon, inaudible le dernier. La gouvernance, nominer le conseil. Donc, Jeff est sur audit et risque et nominer le développement. Et Karima et moi, on siège sur le comité de gouvernance et bien sûr, il y a des membres publics aussi sur tous ces conseils aussi, mais c'est important. Donc, pour faciliter la planification, Vicky, possiblement la semaine prochaine, on pourra envoyer au comité les jours de chacune des réunions de comité, conseil d'administration. Ils sont tous cédulés. Ça, c'est, je crois, c'est tout ce que j'ai à dire sur la participation des administrateurs aux réunions des comités pour approuver le processus sans résolution. Donc, y a-t-il des commentaires ou des pensées qui seraient bienvenues? Brigitte, je crois que c'est bon. C'est vraiment une bonne idée. Comme un des nouveaux membres, c'est une que j'avais exigée dans le passé. Ça va être très utile. Merci. Parfait. On a vraiment hâte de voir ce que vous allez penser après avoir été présent dans une réunion. Et laissez-nous savoir. On va vous envoyer les matériels de réunion. Désolé, je dois retourner un petit peu. Je suis au ralenti un peu, mais le numéro réfère à être appointés, qui n'ont pas été appointés encore. Ça semble différent qu'un auditoire. Est-ce que encore c'est mon ignorance? Je veux comprendre la différence. La connotation dans notre langage qui est différent de ce que ça veut vraiment dire. Donc, auditoire, ça veut dire d'être là comme un invité et d'écouter, observer, et c'est tout ce que ça veut dire. Donc, nous avons besoin d'appointer des membres de comité. Donc, par exemple, la gouvernance maintenant est à court, si vous voulez, de membres. Donc, basé sur les termes de référence, on devrait avoir un autre membre du conseil et on aimerait vous inviter à être présent dans une réunion de conseil pour voir est-ce que c'est un qui nous active
Et la même chose avec les autres, parce que tout le monde a leur propre passion, d'où ils voudraient passer leur temps. Mais je crois que ce serait juste de dire que les membres du comité, on s'attend à qu'ils doivent servir sur des comités aussi. Merci pour la clarification. Y a-t-il un échéancier? Est-ce qu'on a un échéancier pour que ça soit... Oui, je crois que Daryl a mentionné que ça va vous laisser savoir la cédule du comité. Donc, c'est bon si vous pouvez être présent à une réunion future, si ça fonctionne dans votre cédule. Donc, laissez-nous savoir c'est quoi votre intérêt et on va pouvoir s'ajuster. Mais je voulais dire pour demander un rendez-vous. Donc, Vicky va t'envoyer la cédule. Vous allez être présent et aussitôt que vous avez pris une décision à quel comité qui vous excite le plus, laissez-nous savoir et nous allons pouvoir prendre ça en considération quand nous avons besoin de désigner ou de nommer quelqu'un. Donc, il devrait désigner ou nommer quelqu'un, mais un audit ou auditoire, il n'y a pas un besoin urgent de faire un... Désolé, inaudible, mais c'est bon pour nous d'avoir une liste de qui est intéressé en quoi, tel que les exigences arrivent, nous savons qui est intéressé. Je dis qu'aussitôt que possible, ce serait idéal parce qu'on peut rentrer à la base dans le nouveau travail que ces comités essaient de s'engager. Donc, on veut avoir la main sur le travail pour voir comment ça fonctionne très tôt dans le processus. Oui, merci. OK, autre chose? Non? Je sens l'approbation de l'idée, donc merci beaucoup. J'aimerais demander à tout le monde de parler plus fort. Le, le hibou est un petit peu de la difficulté d'entendre. OK. Oui, elle est très vieille. Bon, il n'y a rien de mal avec ça. On peut prendre. Donc, la prochaine série de points sur l'ordre du jour sont organisés sous le CABAMC en tant qu'organisme de réglementation moderne. Parce que, donc, Réglementation moderne. Notre premier dirigeant, Daryl Pink, continue d'élaborer ou de réviser des politiques à soumettre à notre examen. We will be looking at board policy bylaw. nous allons regarder justement les règlements administratifs numéro 1. On fait la politique du conseil numéro 1 de fonctionnement du CABAMC. Ça a été révisé pour refléter nos premiers 16 mois d'opération. Et nous allons regarder également sur le travail innovateur qui a été fait par le personnel du cadre de travail. Nous allons donc faire face justement à l'intérêt public dans notre travail. Et le plan, c'est d'approuver pour la consultation publique avant de nous revenir l'an prochain. Donc, si nous débutons avec le premier point, et je pense que Daryl Pink et Victoria Reese vont parler de ces points. Donc, je vais débuter par Daryl sur le travail sur la politique du conseil numéro 1. Et nous avons vérifié ça avec le conseil d'administration. Nous avons fait une ébauche à notre dernière rencontre et nous avons fait beaucoup de modifications que nous avons organisées depuis ce moment. Et la politique numéro 1 a été approuvée par le conseil d'administration. Et c'était pour décrire comment anticiper et comment nous faisons notre travail et le nombre d'amendements ou d'appendices est basé sur le fait que nous avons développé maintenant un plan d'affaires au niveau du personnel et que le conseil d'administration a participé à son élaboration. Et nous avons développé justement cette politique et cette planification stratégique. Et nous avons raccourci cette étape parce que ce n'est plus dans notre matériel que nous avons préparé. Et c'est pour vraiment décrire pour nous et au monde notre mode opératoire. Et c'est un travail important quand nous allons voir nos nouveaux administrateurs, administratrices et
pour tous ceux impliqués pour comprendre pourquoi nous sommes différents en tant qu'organisme de régulation. Et c'est très commun, justement, et nous essayons de clarifier le plus possible notre mode opératoire avec le premier dirigeante, et que ce soit clair que les décisions de réglementation sont faites par le registraire, non par le comité, et que c'est un rôle de révision de notre comité. Pardon, je n'ai pas entendu la fin de sa phrase. Donc, tous ces principes et notre mode opératoire sont contenus ici. Et l'autre point que nous avons essayé de faire, c'est de cartographier nos processus pour le travail des comités et de notre CA, de notre mode opératoire. Et ce n'est pas une cartographie complète, mais ça va nous garder peut-être en règle et garder à l'esprit que nous avons approuvé chacun de ces politiques et nous avons fait un processus de révision à chaque fois. Donc, tous les politiques développées passent à travers une révision annuelle ou biannuelle. Et nous avons donné comme tâche au comité de gouvernance, et c'est le travail qu'ils vont débuter à faire en début 2023. Donc, c'est clair, évidemment, de cet ordre du jour qu'ils ont beaucoup à faire en 2023. Et ça a été révisé de façon considérable, basé sur l'apport du conseil d'administration, et ça va toujours continuer à être modifié. Je pense que c'est prêt, en fait, pardon, pour être approuvé. Moi, je pense que c'était j'ai oublié de vous envoyer mes commentaires, en fait, sur ce rapport, et c'était difficile en ce moment, mais j'avais juste 2 petits commentaires sur la page 65, la dernière phrase avant la section 6.5 sur ma copie. Et j'avais une question également. J'essaie de figurer quoi dire exactement ici. Et c'est si les plaintes et les processus de plainte est le même ou distinct. Et je pense que c'est la page 63, je crois. C'est juste rappeler à tout le monde, en fait, de parler plus fort, s'il vous plaît. Donc, si je me demande si le processus de plainte à la page 63, j'essaie de voir où sont les plaintes et la gestion des plaintes se positionne dans les pages. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça comme commentaire. Je dois revenir peut-être. Sur la page 65, il y a un mot de trop qui devrait peut-être être modifié ici. C'est pas je pense que c'est juste un petite coquille, en fait. Donc, c'est pas une phrase mal, c'est juste une coquille, en fait, dans le rapport. Donc, je pense que c'est la phrase numéro 2. Je comprends. Donc, la politique, donc, tous les pratiques et processus pour les politiques, point. OK, oui, OK, d'accord, d'accord. Donc, oui, il y avait une coquille dans le texte. Donc, maintenant, ça fait du sens. Oui, d'accord. Donc, je vais essayer de figurer un peu mon autre commentaire, et une fois que je l'ai figuré, je vais vous en reparler. Donc, maintenant, c'est un super document. Une chose qui est très, justement, qui remplit beaucoup d'enthousiasme, c'est l'aspect d'intérêt public. Moi, je suis vraiment plein d'enthousiasme, justement, sur ce travail que le Conseil a fait. La définition d'intérêt public, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps? Et je pense qu'une opportunité ici remplie de pouvoir ici d'amener les gens vers la profession, vraiment en ligne dans ce processus. Moi, j'ai pris quelque chose que nous travaillons justement sur la politique d'intérêt public que nous travaillons justement. J'ai pris sous la présupposition que c'est approuvé. Et Victoria va nous présenter en fait une proposition justement pour faire un processus de consultation justement sur l'intérêt public, si ça change. Et ça fait partie de ce document également. Mais évidemment, c'est notre première tentative de faire justement un document dans l'intérêt public et dans l'intérêt du temps, comment les gens dans l'organisation, dans les organes,
font leur processus. Nous débutons déjà dans notre écriture, dans notre ébauche, dans nos processus de décisionnel, de rencontrer ou de faire le test d'incorporer l'intérêt public dans nos documents. Et c'est ce que nous disons. Donc, pourquoi c'est l'intérêt public? Et ce n'est pas facile, je vous dis d'avance, et nous essayons de faire le plus possible et que ce soit une norme dans notre processus décisionnel qui nous force à le faire. Évidemment, on n'est pas parfait encore et moi, je phrasais souvent les choses vers nos membres, vers les membres du public, les membres de la profession et j'admets que je ne peux pas vous expliquer. Donc, je ne peux pas expliquer exactement ce que l'intérêt public veut dire pour le moment. Mais évidemment, c'est ce qu'on va travailler pour définir. Et c'est juste les débuts. Nous sommes au balbutiement. C'est un préambule, mais c'est un début. Et j'espère qu'il va y avoir un engagement de l'organisation de maintenir ce point et que nous soyons beaucoup plus clairs sur ce que nous voulons dire quand on utilise la phrase d'intérêt public. Moi, je suis super justement enthousiaste de voir où ça s'en va en tant qu'organisme de régulation, cette phrase et voici comment vous êtes considérés comme, et voici l'intérêt que nous essayons de défendre. Et c'est du grand travail et c'est du travail super excitant. Et je crois également que d'agir dans l'intérêt du public est vraiment tissé dans l'ADN de notre organisme et de notre personnel qui travaille dans ce processus décisionnel. Et je suis d'accord, quand Denis est venu à bord et ça commence, voici pourquoi nous sommes ici ensemble et pourquoi c'est dans l'intérêt du public et de consulter ce cadre et de faire ce processus décisionnel dans l'intérêt public. Et moi, ça m'intéresse. C'est vraiment super excitant, justement, culturellement, comment cette organisation procède. Il y a aussi un petit point ici, à la page 48, en référence. Quelqu'un qui veut... J'ai pas entendu, je suis désolée. Donc, il fait vraiment des choses étranges au niveau des pratiques. Donc, l'OPIC a fait du travail étrange. Et est-ce qu'il y a des pensées, justement, des étapes pour être plus clair sur l'élaboration de ce que nous faisons comme travail dans l'intérêt du public? Est-ce qu'il y a des pensées, des commentaires sur ce point-là? Est-ce que vous pouvez me donner un point spécifique? C'est à la page, dans le mémo, en fait, à la page. J'essaie de trouver la ligne sur le PDF. 49, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez le PDF avec vous? Je regarde à la page 49 sur le PDF ici. Donc, en haut, juste ici. Donc, s'il veut voir justement des points culturels, la profession base de façon quotidienne et c'est frustrant de voir que cette partie de maintenance par des tierces parties et les agents sont responsables pour notifier aux non-paiements ou les non-paiements. Et c'est très difficile des obligations professionnelles de ne pas être surveillées ou supervisées. Mais ça intersecte justement avec beaucoup de choses qui ont été faites auparavant. Donc, l'OPIC a fait, ça impacte justement les pratiques quotidiennes et comment nous naviguons ces intersections où les troisièmes parties sont impliquées. Et nos détenteurs de permis font face justement aux responsabilités de leur profession et qui n'ont peut-être pas le contrôle complet. Et c'est peut-être pas le bon endroit pour en parler, en fait.
Mais c'est juste quand j'ai lu cette partie de ceci, cette partie de tierce partie met justement l'emphase sur cette situation. Je vais vous dire en fait que c'est du langage d'introduction. Moi, je ne vais peut-être pas aller dans le détail pour l'instant. Donc, nous avons eu cette discussion hier et c'est très significatif pour nous, mais je pense que nous sommes juste au balbutiement pour l'instant. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un autre item, un autre point que je vais vous répondre de la même façon également, mais j'apprécie évidemment votre franchise. Et pour ceux qui écoutent, et c'est pour comprendre que certaines choses sur lesquelles nous réfléchissons déjà, donc c'est sur l'admission que c'est sur la page 62, sous l'admission. Et nous référons au conseil administratif. Le conseil d'administration est sur le processus décisionnel. Je suis désolée, je n'entends pas tout ce qu'il lit. Et je me demande si vous pouvez élaborer sur la vision ici. Et je suis sûre que c'est bien, mais où est cet haut niveau de direction de la part du CA et responsabilité pour le registraire? Il y a peut-être, en fait, sous les règlements administratifs, il n'y a pas de rôle pour le CA en termes des admissions en tant que tel. Le comité d'enregistrement a la juridiction de mettre les normes en place. Et notre intention, c'est de garder le CA donc au courant, donc évidemment, parce que nous développons passons des heures et des heures et nous allons continuer de le faire pour que le Conseil comprenne la direction générale. Donc, le processus de développement de politique va soutenir les compétences des agents. Nous avons passé des dizaines de milliers de dollars pour avancer ce point-là. Et à chaque étape, nous avons parlé du plan en termes de programme de formation, à quoi il devrait ressembler, est-ce qu'on devrait garder justement un cœur, toutes ces étapes, évidemment, que le Conseil va s'engager à faire, et ça, c'est le travail du CA. C'est vraiment ce haut niveau de direction, au niveau individuel, et les décisions individuelles sont faites par le CA. Et je pense que hier, j'ai partagé quelques histoires justement sur les informations que nous recevons dans le cours de faire ces décisions. Et donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous donne une réflexion, un moment de réflexion, et ça va peut-être soulever un autre point que nous allons ramener au CA. Donc, par exemple, si c'est éluder un problème d'harcèlement, par exemple, et c'est sur la section qui a été mise en lumière ici, c'est l'engagement sur l'équité et comment on peut regarder ce point-là. Donc, c'est un problème de développement de politique, mais je pense que c'est la phrase qui est là ici. Donc, merci beaucoup pour m'avoir aidé à comprendre. Je n'ai pas d'autres questions. Super. Donc, la résolution qui est sur la table, donc, c'est l'approbation de la version modifiée de la politique du Conseil numéro 1 sur le fonctionnement du CABAMC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte et qui propose? Et moi, je vais seconder avec la correction. Donc, merci, Nora. Merci beaucoup. Je vais considérer. Donc, tous ceux en faveur, avant. Je suis désolée, Karima. Je voudrais vous demander si vous aviez des commentaires avant de terminer donc sur le CA. Donc, je suis désolée. Je m'excuse. Je n'avais pas de commentaires, donc ça va, il n'y a pas de problème. Et vous êtes en faveur? Oui, absolument. Donc, la résolution est acceptée à l'unanimité. Donc, la deuxième page que nous avons ici, le deuxième point que nous avons ici sur la description de la façon dont nous agissons dans l'intérêt public que nous développons. Et j'ai demandé à Victoria de présenter. C'est une petite présentation dans les matériels fournis. Donc, je vais passer la parole à Victoria. Donc, bonjour tout le monde et j'espère que je ne vous distrais de la pluie. Donc, c'est vos bottes, en fait, elle vous a montré ses bottes qui nous distraient justement de la pluie. Super, super. Donc,
Le Conseil, le CA, avait ceci en tant que présentation à la dernière rencontre et vous êtes passé au travers en grand détail. C'était une discussion très riche et similairement à ce qui a été présenté sur la politique numéro 1, le CABAMC, le projet de politique numéro 9, nous décrit vers le monde comment le CABAMC va appliquer l'intérêt public et ses facteurs dans notre approche de réglementation et dans notre processus décisionnel. Et donc, ça a été présenté en octobre au CA et il y avait beaucoup de discussions hier également au niveau de la planification stratégique en voulant dire de qu'est-ce que ça veut dire de faire de la réglementation dans l'intérêt public. Et ce commentaire qui a été mentionné, c'est un concept en évolution et quand nous allons avoir de plus en plus d'expérience, surtout au niveau du comité de réglementation, nous apprenons comment appliquer l'intérêt public dans du contexte du CABMC et dans son processus de réglementation. Et cette politique est très grande, justement, au niveau des réglementations. Je ne sais pas il y a aucune politique qui existe, en fait. Je ne pense pas qu'il y a des organismes de réglementation ont essayé de décrire ce que l'intérêt public veut dire et ceux qui ont des objectifs de réglementation s'y rapprochent. Mais ça, c'est vraiment une compilation incroyable de pensées de comment appliquer l'intérêt public. Donc, ça articule l'intérêt public, ces blocs, ce qui inclut évidemment nos objectifs de réglementation, nos normes et principes. Et ça parle également de comment appliquer l'intérêt public et ses facteurs dans le processus décisionnel. Et on en a parlé en termes de toutes les discussions au niveau du CA et cadrées justement dans l'intérêt public et au niveau de tout ce qui est décision. Et ça s'applique également au comité, que ce soit au niveau du processus de candidature, s'assurer que vous regardez aux compétences, aux matrices de compétences et que les nombres de comités sont suffisamment compétents et pour nos détenteurs de permis et notre public. Et évidemment, le personnel, les premiers dirigeants, dirigeantes et les administrateurs administratifs. Donc, le but de cette politique, c'est de donner la vie à ce que ça veut dire d'appliquer l'intérêt public et les facteurs de fondamentaux ici pour le CABMC incluent d'être proactif, d'être engagé sur les faits probants et les gestions des risques. Nous avons discuté de ça hier et s'assurer évidemment d'être constant sur nos prérequis de réglementation et d'avoir nos normes et principes en route et d'être responsable et transparent et efficace. Donc, le défi, évidemment, et sur lequel nous avons touché, c'est que le personnel et les comités, c'est d'appliquer ces lentilles quand on considère si la décision est dans l'intérêt public ou non. Et ce processus doit être intentionnel, rempli de signification et mesurable surtout. Et la considération, c'est qu'un des la matrice de compétences et de réglementation, c'est que le Conseil pourrait suivre. Donc, est-ce que nous avons, dans le fond, coché toutes les cases de ce processus de réglementation et de s'assurer que, littéralement, nous avons une matrice de décision qui nous s'assurer que nous l'amenons vers l'avant. Et le Conseil a fait vraiment un travail incroyable hier pour cadrer les priorités stratégiques du CABMC au niveau de l'intérêt public et de mettre l'emphase que ce soit les deux sur notre indépendance et notre besoin d'être triple P et basé sur les risques. Et hier, c'était un super exemple et je pense que pas tout le monde ne pouvait être présent pour le voir. Donc, à comparer les politiques qu'on a introduites le mois passé, cette politique a été ajustée. Il y avait le sentiment qu'il y avait trop de détails et que c'était une distraction des principes clés. Donc, les détails maintenant, par rapport, ont été déplacés. Et donc, lorsqu'on regarde ce document, il se concentre sur les facteurs de risque, le public, le collège, les licences, les réglementations efficaces, le gouvernement, les alternatives. Le point, c'est d'être proportionné et d'être ouvert et de considérer toutes les alternatives. Et ça veut dire d'assurer que toutes les bonnes voies sont à la table pour prendre des décisions. Proportionnalité,
Est-ce que l'action, la réponse fait avec le problème de considérer le personnel va nous dire c'est quoi les coûts et les niveaux des ressources humaines aussi. On va sentir que c'est dans l'intérêt du public et fait partie de notre mandat, mais est-ce que nous pouvons le faire? Et nous avons eu beaucoup de discussions hier sur les priorités par rapport à ce que nous pouvons réellement faire comparé à ce que nous devrions faire et ce qu'on aimerait faire. Et c'était aussi la bonne proportionnalité, c'est la bonne touche. Et ensuite, la cohérence, l'application de nos politiques, nos procédures, nos prises de décision et notre communication. Les gens qui ont les licences, ils veulent bien communiquer, ils ont besoin de savoir ce qu'ils peuvent s'attendre et ça inclut tout de les politiques, les consultations que nous établissons et aussi les décisions au niveau du comité de la transparence, c'est la clé. Donc, de l'avant à l'avenir, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le Conseil fait l'approbation pour la consultation, le Conseil d'administration de diffuser à des fins de consultation. Et on va être sûr de suivre de cette consultation, on considérait envisager des modifications et examiner si des points doivent être clarifiés. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être clarifiées. Et comme Andrew a dit, ça a besoin d'être un document évolutif. Il fera l'objet d'évaluations régulières au fil de l'évolution de nos expériences décisionnelles, de nos politiques, de nos procédures au fur et à mesure qu'ils évoluent. Et de façon importante, à la fin de la journée, ce palette doit pouvoir démontrer par leurs actions, pas juste les mots, pas juste les politiques, mais que nous agissons dans l'intérêt du public. Et les deux défis sont, un, d'être intentionnels pour appliquer les facteurs d'intérêt public et aussi comment nous allons y parvenir ou mesurer. Et je vous laisse cette question avec le Conseil. Merci beaucoup, Victoria. Donc, ouvert pour la discussion. OK. Merci, Victoria, non seulement pour le matériel que tu nous as fourni, mais merci de nous avoir passé au travers. Oui, je n'avais pas amené de copie, désolé. Donc, merci, c'était une belle récapitulation. Lorsqu'on vient pour mesurer, c'est toujours vrai, je crois qu'il y a quelque chose qui est quasiment une conscience sociale dans l'intérêt public. Je crois que c'est important pour les organisations, les comités, de savoir qu'ils sont corrects et qui avancent dans la bonne direction et qui considèrent toutes les bonnes choses en bonne foi et en espérant que toute notre liste de vérification a commencé à travailler. Et lorsqu'on a parlé de ça au début, ça va vraiment nous aider à se auto-vérifier contre les intérêts publics. Tu parlais plutôt de la liste et aussi c'est un document vivant. Nous allons vivre et respirer le tout et ça va faire partie de notre culture. Je crois que combiner ça avec les documents maîtresses va nous aider à mesurer, de garder le tout. Juste pour partager sur ça. Oui, merci beaucoup, Ruth. J'ai cru aussi que c'était très respectueux et j'ai apprécié que la réorganisation. J'ai une chose avant d'avancer. La note, à la note numéro 2, l'intérêt des licences sont d'être concentrés sur les membres et les associations. Je ne dis pas que c'est le focus. Ça devrait être un focus. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est le genre de sensibilité qu'on a besoin. Merci beaucoup. Une chose que j'ai vue, c'est la matrice dans les prises de décision. Et une des travaux que j'ai eu à faire, c'est d'apprendre plus sur la gouvernance et de prendre la sagesse du groupe ici. Et de l'autre côté, je remarque que les détenteurs de permis vont comprendre ce qui arrive pour ceux qui n'ont pas de détenteurs de permis et comment savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des brevets.
Je pense que dans le temps, j'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire. On est ensemble ici, on fait du beau travail en tant que groupe, mais de parler de la structure, je me demande s'il y avait des commentaires sur la structure. Oui, allez-y, Ruth. On était délibéré sur ça, Andrew. C'est pourquoi, originalement, on a cru qu'on aurait la gouvernance, un comité de nomination pour avoir un comité de nomination qui se concentre sur l'apprentissage, la compréhension pour aider chacun de nous qui amène une compétence particulière à la table, mais de formaliser le tout, comment nous partageons ces compétences et cette connaissance et cette expérience. Nous avons un comité concentré qui va structurer tout ça et l'assurer qu'on le fait. Et je crois que, à ton point, vraiment, on a fait un effort pour livrer ça. Et je peux ajouter aussi que du côté réglementation, l'investigation et la discipline, que nos membres de détenteurs de permis, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de notre aide pour comprendre la procédure administrative légale, mais ceux qui n'ont pas de permis ont demandé des informations pour comprendre le contexte, comment pratiquer et le bienfait de ces membres détenteurs de permis qui ont patiemment fourni beaucoup de valeur pour exactement cette raison. On a regardé le sujet, les experts de sujet aussi. C'est important de noter ce qu'on ne sait pas et l'importance d'avoir cette information avant d'essayer de garder un certain standard pour une personne qui a une licence. Donc, lorsqu'on parle des choses que nos détenteurs de permis sont responsables pour, comme la maintenance, d'être à date et de ne pas payer les différents frais. Donc, c'est une problématique lorsque, au niveau international, et qu'on utilise les troisièmes parties, lorsque vous regardez derrière ce qu'ils nous fournissent, jusqu'à quel point, quelle est notre responsabilité, jusqu'à où qu'on peut aller, on n'a pas découvert ça tout à fait encore. OK, j'ai d'autres commentaires? Je crois que l'assurance a été une problématique importante dans la profession. C'était le comité de début qui a mis en place la politique très tôt dans le processus. Et je crois que tout ce que nous avons fait a confirmé que la politique, elle est correcte. Quand je dis largement correcte, je ne dis pas qu'elle est parfaite et elle aura besoin d'être ajustée ou peaufinée, basée sur les expériences que nous avons eues à gérer des douzaines, possiblement même des centaines de différentes combinaisons de permutations de la couverture d'assurance que les détenteurs de permis ont. Donc, nous avons une exigence. Bon, voici, je vais utiliser l'exemple, comment j'y ai pensé à l'intérêt du public et c'est pour l'assurance. Donc, l'assurance, les exigences disent que ça doit être assuré par une, une compagnie canadienne d'assurance. Nous avons eu plusieurs multi-juridictions, des bureaux au Canada et aux États-Unis qui sont venus pour dire, voici ma situation d'assurance. J'ai une couverture pour ceci et j'ai une police américaine qui fait les choses suivantes. Et la police américaine va répondre au Canada, mais ils ne sont pas une compagnie inscrite au Canada et ça serait bizarre si on exige cette firme d'acheter une assurance additionnelle pour avoir des inscriptions canadiennes. Bon, je leur ai dit par écrit, j'ai entrepris de ne pas te suspendre pour avoir brisé la réglementation parce que j'ai conclu que ce n'est pas dans l'intérêt public de le faire. Et je crois que c'est parfaitement dans ma juridiction. Je l'ai dit, je suis ici, je suis tenu redevable et j'ai dit aussi que je ne peux pas te permettre que mon successeur va avoir la même position. Mais nous allons gérer au fur et à mesure. Donc, c'est un exemple de comment on crée une politique, on pense que c'est correct et on doit pouvoir la gérer dans l'intérêt public et c'est ce que j'ai fait. Donc, je raconte cette histoire parce que c'est une de plusieurs décisions que nous avons à prendre qui nous exigent d'ajuster
de peaufiner. Je crois que la problématique aussi, je vais rarement dire que le gouvernement a bien mélangé les cartes, mais je crois qu'on apprend les expériences dans les derniers jours, à mon point de vue, ont renforcé ma croyance que ce mix de public et membres de la profession qui gouvernent la profession ensemble est bien. Et je crois qu'on apprend ensemble, comme Andrew dit, je ne sais pas, on ne parle pas beaucoup de la gouvernance et je compte sur les autres. Et Victoria dit qu'on ne sait pas grand-chose sur la profession, donc on compte sur les gens dans la profession et nous apprenons tous ensemble les choses qu'on a décidées il y a 6 mois, 1 an de cela. Nous allons continuer à évoluer au fur et à mesure qu'on apprend à travailler ensemble de façon plus efficace. Encore une fois, l'intérêt public va jouer à ça parce que c'est important de ne pas être trop doctrinaire dans l'intérêt public. C'est vraiment ce document, au fur et à mesure qu'il évolue, va nous donner cette opportunité d'être flexible. Le problème avec la flexibilité, c'est qu'on plie tellement qu'on brise et c'est là où on doit faire attention. On ne peut pas être tout à tous. On doit avoir des principes dans comment on s'y prend et de se forcer à articuler la base de cet intérêt public. Je crois que c'est la meilleure protection. On articule le pourquoi. Mon exemple d'assurance que j'ai dit, on est satisfait que s'il y avait une réclamation au Canada, la police américaine pourrait répondre. Je l'ai fait avec conseil, pas parce que j'ai un rêve. Le conseil, j'aime ce conseil, c'est que pourquoi est-ce qu'il ne réagirait pas? Les cours canadiens vont donner beaucoup de, euh, moins de protection que les comités américains. Donc, je vois que c'est pratique et il y a un commentaire intéressant de nos consultants d'assurance. C'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que c'est important que lorsqu'on le fait, j'ai décrit ce comité, ce conseil ici, donc c'est public et qu'on est préparé de continuer d'être public sur comment on travaille. Ce n'est pas quelque chose qui est caché dans un secret. J'ai un point ici dans toute cette pensée positive et c'est que l'étendue de où on peut agir dans l'intérêt du public est confinée par l'acte. Et nous avons eu des discussions hier sur comment je veux que ça soit dans le forum public, que l'investigation, les comités d'investigation aimeraient pouvoir faire plus dans l'intérêt public, mais ne peut pas se faire à cause des confinements de l'acte. Donc, je suis très dans l'espoir que nous puissions continuer notre chemin pour être un régulateur dans ce domaine en ayant les amendements nécessaires pour que les décisions puissent être prises, qui n'exigent pas que ça ait à être entendu, par exemple. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires sur la présentation de Victoria? Oui. Donc, la résolution est sur la table. C'est que le comité approuve la politique numéro 9, le plan numéro 9 soit publié pour la consultation avec une version finale pour être retournée au comité pour la considération en mars de 2023. Oui, tous en faveur, Karima est en faveur, elle vote. Oui, Jeff, merci. On devrait parler plus fort. Oui, merci. Maintenant, je crois qu'on veut aussi avoir un rapport de le premier directeur sur les rapports financiers. Sean, si tu peux avancer, je vais voir ça et on va avancer au dernier point sur l'agenda. On a manqué quelque chose. C'était pour le dire en d'autres affaires, mais... Donc, Sean, allez-y.
Donc, les finances qui sont dans la trousse, la période, la fin de l'année pour AO, c'est un peu derrière parce que la nouvelle cadence de la réunion au travers de l'audit et donc l'audit et le reste se rencontrent le 23. Ils vont avoir les papiers d'octobre. Donc, normalement, on aurait un mois de retard, mais et donc le comité voit que c'est la dernière que nous avons eue et cette information a été utilisée pour commencer le budget et inclure, ça fait partie de construire les chiffres, 87 000 qu'on est projeté pour le reste de l'année. Donc, parce qu'on était en détail ici, j'ai cru qu'on pourrait ouvrir ça pour les questions à la fin d'août. Et depuis ce que j'ai vu, septembre-octobre, c'est de continuer très étroitement pour les prévisions. Donc, il n'y a pas de grosse lumière rouge ou de point. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, oui, c'est l'opportunité de rentrer dans le côté financier des opérations. Si vous avez des questions ou si vous les avez dans votre matériel, merci d'avoir identifié que nous allons juste ajuster la cadence pour qu'on puisse les voir et aussi on apprécie toutes les discussions hier durant la planification stratégique sur les risques à l'organisation, le risque financier à l'organisation, étant donné que nous avons quelques petits nombres de détenteurs de permis concernés et que présentement, la seule source dans cette organisation, c'est les détenteurs de permis. Donc, on a fait un remue-ménage sur à quoi ça peut ressembler, comment ce risque va être mitigé, et partager ça avec le comité de risque et il s'assure que notre risque est mis à jour et qu'il continue d'être à l'avant-plan. Donc, on apprécie vos lignes maîtresses sur le sujet. OK. Merci. Sean, il y aura un autre item sur l'agenda formellement avec mon rapport dans le comité de sélection, mais je voulais voir s'il y a d'autres choses à présenter. Mais je crois qu'on a manqué 2.1. Item 2.1, c'était l'agenda de consentement. Non, c'était les minutes et les rapports, les choses comme ça. Ça fait partie de tout ça. Oui, ça a été approuvé. Non, j'avais des questions. Donc, je suis désolée, tout le monde parle en même temps. Donc, je suis désolée, on a passé à travers de tout ça, donc je n'ai pas réalisé. Donc, je voulais juste, j'ai peut-être quelques questions pour Ruth. Une question, en fait, sur le comité de gouvernance. Et c'était à la page 13, si je ne me trompe pas. Et il y a un commentaire ici, je pense. C'est le troisième paragraphe au niveau des nominations et des candidatures. Je suis dans désolée, je suis dans dans le comité de candidature. Le troisième paragraphe, le comité discute s'il va préférer du besoin de participation des détenteurs de permis sur le conseil d'administration. Et moi, j'ai encouragé que ça doit être considéré. Ma question, en fait, si on passe à travers ce cheminement, que ce soit mis au niveau des réglementations, que nous élisons un détenteur de permis sur le CA ou sur le comité, en fait. Et je me demande si le comité a considéré de prendre ce chemin, s'il devait prendre le temps quand ils ont d'autres priorités et sur quelque chose qui n'est pas à la législation, à la réglementation, de le changer. C'est un point, en fait, qui a été soulevé en tant que possibilité de cette rencontre. Et c'est quelque chose que le comité devrait retravailler. Et ce sont des grandes idées, justement, sur comment ça pourrait se mettre en place. Je ne vois pas ça quelque chose sur lequel ils vont travailler maintenant.
Et moi, j'avais juste pensé si c'était quelque chose qui avait été considéré comme cheminement. Et c'est peut-être pas là, justement, où vous devriez mettre l'emphase sur votre énergie, justement. Et ça fait partie de nos discussions, évidemment. Ce sont juste des pensées et que le comité a soulevées. Et, et on discute justement si qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je ne pense pas que ça va revenir au CA tout de suite. Donc, je ne sais pas si, à moins que tout le monde soit en désaccord avec moi sur le CA. Et je pense que c'est une discussion informelle que nous avons eue hier. Et j'aurais dû remettre l'emphase dessus, c'est que est-ce que les comités vont évoluer sur les prochaines étapes? On va construire un processus de rapport au niveau du comité de gouvernance sur le prochain ordre du jour. Il y a un souci justement sur leur planification de travail et nous devons travailler justement sur un processus de planification de travail dans la fluctuation du comité OCA et c'est crucial c'est crucial au niveau du terme des mandats que ce soit relégué au CA. On n'a pas d'autonomie. Les comités ne peuvent pas faire des décisions eux-mêmes. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que le CA décide. Et ça, c'est vraiment crucial justement sur le développement de cette relation. Je suis désaccord, mais ça peut être soulever des points de discussion, mais c'est le plan de travail qui va leur donner leur direction. Donc, nous travaillons justement sur un format constant et cohérent. On veut parler ça de peut-être macro-ordre du jour. C'est un processus Excel parce que c'est plus cohérent. Et c'est toujours en processus d'ébauche, mais on espère, je pense que c'est peut-être janvier, mais c'est possible que ce soit peut-être l'autre rencontre après, qu'on travaille justement ces plans de travail pour les communautés et qu'on repasse justement sur ce plan de travail que les comités doivent passer au travers. Donc, juste en tant que suivi, je pense que c'était excellent. En fait, je pense que c'était super bien phrasé et des très bons buts. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, je veux peut-être souligner ce que nous allons faire pour le temps restant pour le CA et les membres du personnel. C'est mon intention de faire un rapport et de présenter un rapport, pardon, sur la recherche du première dirigeante et son comité de sélection et de faire un rapport sur ce processus et les recommandations du comité. Et les membres du CA vont avoir reçu un rapport donc en huis clos sur ce processus et sur la délibération du comité et une recommandation unanime du comité. Et je vais faire un rapport de façon générique sur le travail du comité et ensuite, nous allons revenir à la caméra. Donc, en huis clos, pardon. Je suis désolée, ça va être la fin de la partie publique de la rencontre. Nous allons aller en séance à huis clos et les candidats que le comité a recommandés au CA vont être présentés au CA et au personnel. Et le candidat ou la candidate va donner une présentation courte et en suivant cette présentation, le personnel va se faire demander de quitter la salle et le CA va rencontrer le candidat et ensuite, à la suite de cette rencontre, le CA va faire ses délibérations et nous allons, on espère, vous donner un résultat positif de ce processus. Donc, premièrement, je voudrais souligner pour vous le processus que le comité suit. Et si vous vous rappelez bien, le CA approuve, après beaucoup de discussions et de considérations, une matrice de compétences et de compétences clés que le CA considère que le collège a besoin pour la prochaine phase, la prochaine étape de son histoire, de début d'organisme réglementaire, tout un organisme moderne de réglementaire. Et le CA
avec l'apport de nombre de sources d'informations, nous avons développé ces matrices de compétences et nous avons ressenti que si nous pouvions trouver justement un premier dirigeant, dirigeante avec ces compétences, le collège serait entre de bonnes mains pour cette transition de leadership de Daryl vers un nouveau registraire et premier dirigeant, dirigeante. Et donc, pour assister le comité sur ce processus, il y a quelqu'un qui a été retenu, ou une compagnie qui a été retenue, Borden, en fait, pardon, une personne qui a de l'expérience dans ce type de travail, en particulier au terme du recrutement d'exécutifs dans le secteur sans but lucratif et dans le secteur d'organismes réglementaires, de réglementation. Et il a ressenti justement que Pescador a dirigé justement l'équipe de Boyden et ce que je peux dire en tant que président de ce comité de recherche, ce n'était pas mon premier rodéo, c'était peut-être la 4e fois dans ma carrière où j'ai été impliqué en tant que président ou en tant que membre d'un comité exécutif de recherche pour un premier dirigeant, dirigeante pour un organisme de réglementation ou un organisme du même genre. Et ce processus a été un processus excellent en termes d'approche du processus de sélection et j'aimerais remercier les membres du comité pour l'effort qu'ils ont fait parce que ça a pris énormément de temps et d'engagement de leur part et nous avons eu beaucoup de discussions à la fin du processus au terme de notre délibération. Donc, juste pour les identifier pour l'enregistrement public, donc Ruth est très active. Comme vous pouvez voir, elle a assisté et Jeff et Andrew et Eleanor et Daryl Pink était un membre, était là, était l'ancien président et il était là pour fournir les candidats avec plus d'informations pertinentes sur la description du rôle et les attentes du CA. Donc, je vais remercier justement les membres du comité pour leur participation et leurs efforts. Donc, quand Boyden et sa direction ont fait, c'est que nous avons développé un processus rigoureux pour valider les candidatures et donc marketer justement le poste. Et nous avons considéré un plan qui nous a été présenté par Boyden. Et basé sur ce plan, Boyden a débuté en fait le processus d'approuver les candidats et les engager dans un processus systématique de révision du marché et de trouver les candidats qui seraient qualifiés de leur propre base de données pour considérer leur candidature. Et je sais que c'est le cas. Ils ont fait un rapport qu'ils ont été très surpris sur de l'intérêt qui a été exprimé au collège et sur ce que nous voulons faire. C'était vraiment plus haut que la moyenne de candidats qualifiés pour le poste. Et je crois que ça en dit long pour ce que le collège était capable de faire sous le leadership de Daryl en si peu de temps. Et avec les nombres de candidats qui ont appliqué pour le poste, Boyden a fait une révision initiale de ces candidats et restreint un peu sur une liste de candidats qui était révisée à nouveau en utilisant une matrice de compétences qui a été développée et approuvée à l'avance par le comité en conjonction avec Boyden. Et chaque membre du comité s'est fait demander de noter les candidats. Et ensuite, après ce processus, les candidats se sont fait rencontrer et nous avons fait cette liste initiale et réduit cette liste de candidats encore une fois aux gens que nous pensions reflétaient les meilleures compétences que nous voulions voir chez notre prochain premier dirigeant, dirigeante. Et ensuite, nous avons rencontré chaque candidat et chaque membre du comité qui a participé dans un
une entrevue systématique de questions pour essayer de soutirer des informations et l'approche que les candidats pourraient faire sur des problèmes critiques que le collège auquel il va faire face dans les années à venir. Et chaque membre du comité, encore une fois, ont agi de façon indépendante pour évaluer chaque candidat et il n'y avait aucune discussion entre les membres du comité jusqu'à la fin du processus de leur évaluation personnelle initiale. Et ensuite, après de la délibération, nous avons réduit encore la liste d'un nombre de candidats encore. Et nous avons fait des entrevues personnelles sur ces 2 candidats finaux. Et ensuite, de cette liste, le comité a eu des discussions vraiment intéressantes sur les 2 derniers candidats. Et moi, ce que je peux vous dire à une personne, si je peux me dater, en fait, ça nous a vraiment épaté la qualité des candidats que nous avons reçus dans les candidats finaux que nous avions à choisir. Et donc, la délibération était extrêmement intéressante, difficile, mais en bout de ligne, je pense que nous avons obtenu un consensus du candidat final et ce candidat est ici. Et le processus final sur lequel nous nous engageons, c'est de s'assurer que c'est un bon fit, excusez-moi pour l'expression, donc pour le personnel et le collège. Et avec ceci, donc je vais demander si le membre Karima ou quelqu'un d'autre a des questions, en fait, que vous aimeriez poser sur le processus de sélection des candidats. Et évidemment, plusieurs d'entre vous ont fait partie du comité, donc vous connaissez déjà le processus. Donc, Karima? Tom, je pense que vous avez entendu un peu, mais je n'ai rien à rajouter parce que vous avez déjà entendu mes points de discussion. Avant d'aller en huis clos, il y a une chose que je voulais dire. Ma famille fait toujours des blagues que vous devriez. Donc, vous ne devriez pas laisser me regarder un film de Disney parce que je vais pleurer. Donc, mais avant d'aller en huis clos, je suis désolée, je pense que la personne qui parle est émue. Je voudrais formellement remercier Daryl pour le travail inspirant qu'il a fait en tant que premier registraire et premier dirigeant du collège. Le conseil, le CA et le personnel sont unanimes que vous avez et que le collège a obtenu ces résultats de début à Daryl Pink. Et son expérience massive, son jugement sain, son enthousiasme et son énergie ont été mis de l'avant d'une bonne façon pour ce développement et sa mise en œuvre de ce collège. Et Daryl a cette expérience multiple et la connaissance aussi sur les organismes de régulation combinée avec une remarquable expérience et esprit entrepreneur. Et c'est ce mélange qui a produit les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et en rétrospective, la combinaison du talent et de l'expérience était exactement ce qui était nécessaire pour débuter le collège. Et c'est un homme unique pour une tâche unique. Et de le temps court qu'il a pris d'une idée pour, en tant qu'organisme
Pas de bureau, pas de place à s'accrocher son chapeau, pas de ressources humaines à part que pour quelques petits directeurs. Oui, Daryl, tu étais sans doute la bonne personne pour ce beau défi, mais dans mes livres, tu es plus que ça. Et comme tu peux voir, il est vraiment un magicien de réglementation. Il a sorti ce lapin de son chapeau. Tu n'avais nulle part où cacher ça. Mais vraiment, c'est remarquable. Une belle réussite. Et félicitations, mon ami. Tu nous as bien servi. Merci. Donc, à ton tour, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Le bienfait personnel et la partie professionnelle. Mais pour moi, c'est que j'ai fait des amis ici à notre stade dans notre vie, de faire des nouveaux amis, c'est précieux et je sens vraiment que j'ai des amis en vous tous, professionnellement, les comités, le personnel, et c'était vraiment un fait saillant. J'espère que nous allons avoir l'opportunité de continuer à garder ces amitiés. Le défi qui sont là devant nous, au moins quelques semaines pour moi, et c'est considérable, mais nous sommes sur le bon chemin d'accomplir la vision que ce comité a établie dans l'organisation. Et je ne le dis pas pour être, dire à la légère, je crois qu'on fait vraiment des bonnes choses. Et nous sommes des réglementations professionnelles qui vont être reconnues de plus en plus. Les réglementations professionnelles, c'est vraiment conservateur généralement. Et ce que nous avons fait, c'est de prendre un point de vue progressif sur comment ce travail peut être fait de façon efficace et dans l'intérêt public. Une petite observation rapide. J'ai parlé d'être à la conférence Sinner et j'ai commencé mes remarques en disant tout le monde, tout ce que nous allons vous dire aujourd'hui est sur notre site Web. Et on dit quoi? J'ai dit oui, on s'est engagé à être une organisation publique. Et je ne crois pas qu'il y ait un autre régulateur dans le pays bon, il y en a très peu, je devrais dire, désolé, qui vont montrer leurs intérêts dans les deux langues officielles et de les laisser sur leur site Web pour que tous puissent les voir. Et tout ce que nous avons fait, on le fait publiquement. Et ça crée un degré de redevabilité et le sentiment de responsabilité à nos parties prenantes qui est sans précédent. Donc, je crois que nous sommes tous à être facilités. Je crois que c'est important aussi. On a vu au fur et à mesure que ces réunions ont eu lieu que les discussions sont franches. Et, on n'est pas inquiet qu'il y ait une caméra qui enregistre le tout parce qu'on est engagé à faire ce travail. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est que ce que j'appelle l'engagement au professionnalisme et une vraie reconnaissance dans cette organisation de réglementation est en soi une profession. Et que vous m'avez permis de construire cette organisation avec des professionnels qui font leur travail de réglementation. Et ça nous a permis de recruter des professionnels pour prendre des décisions réglementaires. Et ça, c'est sans précédent. Nous avons construit la structure que d'autres vont pouvoir continuer à mettre en place parce qu'il y a une gamme de compétences, d'attributs, de connaissances qu'on exige pour faire ce travail. Et nous
sommes établis pour trouver ces gens-là et je crois que nous l'avons réussi et vous avez continué à le faire dans le processus sur lequel nous embarquons avec un nouveau directeur. Donc, c'était vraiment amusant pour moi. C'était une belle façon. J'ai dit souvent, c'était une meilleure façon de passer la pandémie parce que ça m'a permis d'être là dans mon bureau à la maison, de travailler et de ne pas faire virer ma famille à la folie. Et ça, c'était quelque chose qui était bien. Mais comme je dit hier, c'est vraiment merveilleux aussi. Et on a eu beaucoup d'expérience et on va continuer à faire du mieux qu'on peut à ce stade ici de votre carrière. Et je ne sens pas que j'ai vraiment hâte à la prochaine étape. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres façons que nous allons pouvoir continuer à échanger sur le sujet de ce que nous avons fait jusqu'à date. Donc, je vous dis, et à toi, Tom, et à Ruth et Jeff, j'aurais aimé que Jeff soit là, et à Karima, qui fait partie de ce premier groupe, Andrew, Brigitte et Léonard qui se sont joints à nous. Donc, merci. C'était vraiment merveilleux. Vous savez quoi? C'est des rares opportunités. Et moi, j'ai bénéficié le plus ici. Donc, je ressouligne le remerciement. Donc, OK. Il est maintenant tombé à notre nouveau directeur et registraire soutenu par l'équipe incroyable que nous avons assemblée, Daryl, de nous porter de l'avant et de construire sur ton patrimoine. Donc, ce n'est pas d'exagération dans ton cas que le collège te sera endetté pendant longtemps. OK. Donc, c'est la fin de la réunion publique et maintenant, on va hors caméra pour une petite pause et nous allons prendre une pause rapide avant de faire ça. Je crois qu'on a tous besoin. Merci beaucoup. On va revenir dans 10 minutes.